Salut, bienvenue pour un autre épisode de Performance Impetus. Évidemment, l'épisode est possible grâce à la boutique en ligne Performance Impetus, qui est une boutique de suppléments axée pour les athlètes qui désirent performer et alimenter leur performance. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur performanceimpetus.ca. Le lien est dans la description. Bon épisode. Bonjour, bienvenue dans un autre épisode du podcast de Performance Impetus. Aujourd'hui, j'étais vraiment excité de faire cet épisode-là. Comment j'ai eu l'idée, c'est que quand je me suis inscrit à l'UTCC 170, évidemment, dans ma tête, mes compétences n'étaient pas assez bonnes pour faire le 100 miles parce que c'est pas juste l'entraînement, le 100 miles, c'est tout ce qui est hydratation, nutrition, équipement, puis la préparation. Fait que c'est un peu comme ça que je fais avec tous les gros objectifs que je me donne, c'est que je plonge directement dans l'univers, puis tu sais, je lis des livres, j'écoute des podcasts. Fait que là, j'ai lu 2 livres back-to-back. Le premier, c'était Training for the Uphill Athlete de Scott Johnston, si je me trompe pas. Puis Scott Johnston, dans le fond, c'est le coach de Tom Evans, puis je pense que c'est Ruud Croft. C'est les deux qui ont gagné l'UTMB l'année passée, en 2025. Puis le deuxième livre que j'ai lu, c'est Training Essential for Ultra Running de Jason Koop. Donc, Jason Koop, c'est qui? C'est un entraîneur qui est comme vraiment réputé au niveau international d'athlètes de haut niveau d'ultra trail. Puis dans son livre, honnêtement, l'épisode d'aujourd'hui se voit comme un genre de résumé de ce livre-là, de toutes les tips and tricks ou ce que j'ai appris, que je trouve qu'il y a de la valeur ajoutée à connaître. C'est tout ce que je vais dire, tous les chiffres que je vais dire, ça vient pas de moi, c'est vraiment tiré du livre. Puis si vous voulez retracer l'information, toutes les études ou les chiffres que je vais nommer sont indiqués dans les références du livre. Donc, ce que je dis, ça vaut pas grand-chose. C'est vraiment des extraits que j'ai tirés du livre. Puis si vous voulez aller vraiment aller voir l'étude qui dit les chiffres que je dis, ben vous tout simplement allez acheter le livre puis aller trouver les références. Fait que, avant de commencer, faut oublier, je suis pas un expert, je suis pas un médecin, je suis pas un nutritionniste, je suis pas un professionnel de la santé qui est certifié. Je partage juste ce que j'ai, mon expérience personnelle, des informations générales, puis ça n'a rien qui remplace la vie d'un médecin ou d'un professionnel qualifié. Fait que c'est vraiment un épisode qui est basé sur le livre Training Essential for Ultra Running de Jason Koop. Puis, même, j'ajouterais que, même si c'est comme se voit un genre de résumé, j'ai vraiment sorti, tu sais, une partie de l'information parce qu'il y a tellement de stock qui est bon, mais j'ai comme juste sorti ce que je trouvais qui était comme vraiment pertinent. Fait que je vous invite sincèrement, si vous voulez vous améliorer en ultra trail au niveau, tu sais, compétitif ou tout simplement accomplissement personnel, puis tu sais, d'améliorer vos performances, d'aller vous acheter le livre. Puis, ça va être probablement en 2 épisodes parce qu'il y a tellement de stock. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir vraiment la base. Fait que la physiologie. Fait que qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on court? C'est vraiment comme la base autant en course à pied qu'en ultra trail. Après ça, on va voir l'entraînement, la programmation annuelle, puis on va finir avec la récupération. Ça va être vraiment l'épisode où est-ce qu'on va aller plus deep dive sur nutrition, hydratation, stratégie de pacing, performance mentale, tout ce qui est eat training, en pool, gestion de tout ça. Ça va être au 2e épisode. Donc, numéro 1, la physiologie. Qu'est-ce qui se passe quand on court? Comment que le corps fait pour créer l'énergie? J'irai pas deep dive, puis même dans le livre, il va pas deep dive. Là, on n'est pas des médecins qui vont expliquer le pathway de chaque molécule de l'intestin jusqu'à l'énergie. Ça va vraiment une version simplifiée des 3 systèmes énergétiques que le corps utilise pour faire de l'énergie. Donc, en tout temps, qu'est-ce qui arrive, c'est que on mange de la nourriture, puis le corps, lui, utilise la nourriture pour créer de l'énergie. Donc, contracter un muscle, quand on contracte le muscle, ça nous fait avancer.
Le premier système qu'on va voir, c'est le système ATP-PC, qui veut dire adénosine triphosphate phosphocréatine. La seule chose que moi j'ai retenue là-dedans, c'est créatine. Euh, c'est quoi dans le fond? C'est le système qui est utilisé pour les hautes intensités, les sprints, quand on fait de la musculation, de l'haltérophilie. C'est un système qui va fournir de l'énergie ultra rapide. C'est rapide parce que la molécule, ce qui est utilisé pour faire l'énergie est stocké vraiment directement en réserve dans les muscles. Fait que quand on a besoin de faire un sprint, ben, tu vas piger directement dans le muscle pour faire le sprint et on a une quantité quand même limitée de cette réserve. C'est pourquoi qu'on peut pas courir un marathon en sprint. C'est parce que notre quantité de, de stockage de phosphocréatine dans les muscles est limitée. Puis, c'est un peu pourquoi on prend de la créatine en supplémentation, c'est qu'on va venir maximiser les réserves de phosphocréatine dans les muscles. Là, ça se peut que je dis des termes là, qui ne font pas de sens, là, mais tu sais, ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment la mécanique derrière ça, là, le grosso modo. Fait que ça, c'est le premier système qui est vraiment les courtes intensités des 10, 15, 20 secondes max haut effort, haute intensité. Et le deuxième, c'est le système d'acide lactique ou glycolytique, où est-ce qu'on utilise le sucre pour l'énergie. Celui-là, c'est le système qui, je pense, qui est vraiment le plus compliqué. Là. Tu sais, il y a plein de... Je sais pas si vous avez déjà regardé des livres de biologie, là, où est-ce que tu as comme plein de flèches, puis là, ça se transforme en ça, puis là, après ça, il y a tout ça. Là. Mais ça, c'est un peu ça. Mais la version simplifiée, c'est que dans notre corps, on va avoir du sucre, du glucose. Fait que glucose puis sucre, c'est pas mal synonyme, là. Fait qu'on transforme le sucre en énergie. Il y a plusieurs étapes, là, mais il y a du lactate qui est comme un sous-produit de cette transformation. Quand que le glucose est transformé en énergie, il y a un sous-produit qui s'appelle le lactate. Puis, à mesure que le lactate est produit dans le corps, 75% retourne dans le sang comme matériel pour faire encore plus d'énergie. Donc, le lactate n'est pas un déchet. Au contraire, il est comme recyclé, le lactate, pour refaire de l'énergie. 75%. Puis 25%, il va aller vers le foie pour refaire du glucose. Donc, le sucre, glucose, transformé en énergie, ça fait du lactate. Le lactate est retransformé en glucose. Puis là, le glucose est utilisé pour aller faire de l'énergie, lactate, patati patata. Du lactate, on en produit en tout temps. Fait que là, au moment où on se parle, que tu sois dans ton auto, que tu sois dans ton bureau, que tu sois en train de marcher, on va tout produire du lactate constamment. Sauf que quand on commence à courir, puis qu'on est majoritairement en acide lactique, on va produire du lactate, mais quand on va récupérer, on va recycler le lactate, on va le consommer à la même vitesse qu'on va le produire. Je sais pas si ça va être je sais pas si vous avez compris, là, mais c'est que on utilise des sucres pour faire de l'énergie, on produit du lactate, mais le corps recycle le lactate pour refaire du produit avec des processus qui sont un petit peu compliqués. Mais il vient qu'à un moment donné, que lorsque on produit plus de lactate qu'on recycle, il va y avoir une accumulation de lactate dans le corps. Puis ça tombe au moment où est-ce que c'est là que la fatigue est intense puis tu peux pas se soutenir. Fait qu'on peut pas, un peu comme la créatine, on peut pas soutenir cet effort-là pendant longtemps. On a comme une limite d'être dans cette zone. Fait que ça, c'est le système d'acide lactique ou glucolytique. Puis le troisième système, c'est le système aérobique, où est-ce que on va utiliser l'oxygène comme principale source d'énergie. L'oxygène va être mixé avec soit des glucides ou des gras pour créer de l'énergie, de l'ATP. Puis c'est vraiment cette zone où est-ce que les athlètes d'endurance, c'est le système principal à améliorer, surtout en ultra-trail, en ultra-endurance, en ultra-running. En tout cas, vous avez compris. Parce que c'est vraiment dans cette zone-là que la majorité de notre temps va être là-dedans, là, va être passé dans le système aérobique, parce que sur des efforts de longue durée, l'intensité est basse.
Fait qu'on vraiment, on va rester dans cette zone, dans ce système aérobique-là. Puis, ce système aérobique-là, il y a comme deux facettes de transport, où est-ce que les hémoglobines transportent l'oxygène des poumons aux muscles. Puis, quand tu as une quantité d'hémoglobine élevée, ton corps est capable de transporter une plus grande quantité d'oxygène. À l'inverse, si tu as moins d'hémoglobine dans le sang, tu es capable de moins transporter de l'oxygène, donc tu es capable de moins. Même si ton corps serait puissant à process de l'oxygène, mais s'il n'est pas capable d'en emporter une quantité assez grande, ben, ton système n'est pas optimal. Puis, la deuxième, justement, c'est un peu ce que je viens de dire, c'est l'utilisation. Dans le fond, ton mitochondrie, c'est là où est-ce qu'il va utiliser l'oxygène pour produire de l'énergie. Fait que quand on va faire l'entraînement pour euh, un athlète d'endurance, en réalité, c'est vraiment cette zone-là qu'on va aller travailler. Tu sais, quand on parle de fondation aérobique, ben, c'est vraiment cette fondation, on veut maximiser le transport puis l'utilisation. Fait que, est-ce que tu es capable de transporter une grande quantité d'oxygène? Puis deux, est-ce que tu es efficace avec l'oxygène que tu transportes pour transformer? Puis, petite parenthèse, le VO2 max, c'est la quantité maximum d'oxygène euh, transportée puis utilisée dans un temps donné. Sauf que avoir un haut VO2 max, c'est pas garant de succès. Ça veut dire que c'est pas garanti que, tu sais, si, mettons, on prend le top 10, je vais donner un exemple bien simple, là. Si on prend le top 10 au marathon, puis qu'on les classe selon leur VO2 max, ben, ça ne sera pas le même top 10 durant la course, parce qu'il y a trop de facteurs qui vont venir influencer euh, le résultat. Fait que ça, c'est vraiment un portrait global des trois systèmes énergétiques. Donc, tu as le système phosphocréatine, qui est pour vraiment les hautes intensités, les sprints, les jumps, sur une courte durée. Tu as le système d'acide lactique ou glucolytique, qui utilise le sucre comme source d'énergie. Puis, tu as le système aérobique, qui est vraiment l'oxygène. C'est comme, tu peux le voir comme un moteur diesel qui avance. Puis, avant d'aller plus loin, dans le livre, il parle, il faut comprendre une chose. La course à pied sur route et la course en sentier, c'est deux sports totalement différents. Tu peux pas comparer un marathon avec la course en sentier. C'est vraiment deux sports différents. Le numéro 1 au marathon ne sera pas le numéro 1 en ultra. Faut vraiment qu'il y ait vraiment. Faut que vous compreniez qu'il y a une division dans votre tête que c'est deux sports différents. C'est pas comme le karaté puis la course. Là, c'est simple, c'est deux sports différents. Mais c'est la même chose. Tu as la course à pied marathon, puis tu as l'ultra-marathon, qui n'est pas un long marathon. Parce qu'il y a trop. Le sport de la course en sentier sur des longues distances, donc ultra distance, il y a trop de spécificité qui est différent du marathon. Parce que quand on arrive en course en sentier, tu as l'entraînement de l'estomac pour la nutrition. Tu as le dénivelé positif. Tu as l'acclimatation à la chaleur. Pour certaines courses, tu as l'acclimatation à l'altitude. Tu as toute la gestion de l'équipement. Puis tu as l'hydratation. Fait que, tu sais, oui, il y a des parties là-dedans que tu retrouves au marathon, mais c'est pas la même chose parce que l'hydratation sur un marathon, mettons, ça va durer en 2 et 4 heures, 4 heures et demie. Ben, si tu as une erreur, ben, tu vas l'avoir comme, tu sais, pour une plus courte période de temps. Tandis que si tu t'entraînes pour un 160 km, ben, une erreur dans une des variables que je viens de nommer, ben, tu vas la traîner pendant 20 heures. Là. C'est une autre histoire. Fait que, l'erreur va être vraiment amplifiée par le nombre de temps que ta course va durer. Là. Puis aussi, dans le livre que je trouvais intéressant, il donnait un peu le portrait d'un athlète élite d'ultra-endurance. Fait que vraiment, selon Jason Koop, selon tous les athlètes qui a entraîné, lui, puis là, c'est vraiment pas... comment je pourrais dire ça? C'est pas universel, c'est pas le portrait
de l'athlète élite d'ultra-endurance. C'est vraiment selon Jason Koop, selon lui, qu'est-ce qu'il a remarqué à travers les athlètes de haut niveau qui entraînent. Fait qu'il y a 3 caractéristiques principales d'un athlète élite. Il dit, un, c'est le talent. Il dit qu'il y a un haut potentiel génétique aérobique ou autres paramètres en lien avec l'ultra. Fait que si ça peut, c'est pas nécessairement t'as une génétique en endurance. Ça peut être tu sais, t'as une bonne génétique au niveau de la performance mentale ou la tolérance gastrique. Ou ça peut être aussi vraiment t'as un bon potentiel d'entraînement. Puis tu sais, moi j'apporterais un bémol de pas avoir un mindset fixe que si j'ai pas la génétique, je peux pas y arriver. Moi, je pense que tu sais, avec des habitudes, oui, on a un maximum génétique. Tu sais que j'ai un plafond par rapport à mon voisin. Mon voisin, son plafond est peut-être plus haut. Mais rien n'empêche que je peux maximiser aller le plus proche de mon plafond possible. Que si mon voisin, lui, il va pas le toucher, son plafond, ben, je peux le dépasser. Là. Je sais pas si vous comprenez mon analogie. Là. Fait que ça, c'est vraiment la caractéristique numéro un. Numéro deux, c'est l'habileté mentale. Fait vraiment tout ce qui touche à la préparation mentale. Il dit que c'est un atout d'un athlète élite parce que, tu sais, par la nature du sport, c'est un effort qui est long, puis c'est là où est-ce que quelqu'un qui va avoir des bons outils. Puis là, c'est pas une question de je suis tough mentalement ou je ne suis pas tough mentalement. C'est est-ce que je suis bien outillé ou pas. Puis là, il apporte un petit bémol que c'est un couteau à double tranchant en entraînement. Ça peut te nuire. Fait que si tu es tough mentalement en entraînement, puis tu te dis tu grind, ben tu peux arriver trop fatigué avant ta course. Fait que c'est un couteau à double tranchant en entraînement, mais en compétition, c'est un atout. Ce qu'on peut comprendre, c'est que euh, la mentalité de David Goggins en entraînement, laisse-la un peu de côté, garde-la pour ta compétition. Puis la caractéristique numéro 3, c'est qu'ils ont un engagement émotionnel, leur engagement émotionnel. Puis ce qu'il disait, un athlète de haut niveau, quand il va aller courir à une course, ben, il va avoir un fort engagement émotionnel envers la course puis la communauté de la course. Fait que, ben, ça, pas que je suis un athlète élite, là, c'est pas ça que je veux dire pantoute, mais par exemple, moi, dans mon cas, qui se prépare pour l'UTCC 70, ben, j'ai un peu ça par rapport à cette course-là. Tu sais, je suis comme pas intéressé à faire n'importe quel autre 100 miles que lui. Parce que je suis un Gaspésien, parce que je viens de la Gaspésie, puis mon arrière-grand-père a déjà été gardien dans le parc de la Gaspésie. Fait que, tu sais, on dirait que j'ai un fort lien d'attachement avec cette course-là. Puis le fait que ce soit la course la plus dure au monde, ben le 100 mètres la plus dure au monde, on dirait que c'est ça qui m'attire. Puis je suis comme investi émotionnellement avec cette course-là. Tu me dirais, tu vas courir l'UTMB demain matin. Oui, ça va être hot, mettons, de faire comme le Super Bowl, mais honnêtement, je pense pas que j'aurais le même engagement émotionnel avec l'UTMB qu'avec l'UTCC. Là. Fait que ça, c'est vraiment les 3 caractéristiques. Puis il disait que le VO2, je trouve ça a plus ou moins d'importance, là, mais le VO2 max en moyenne des élites au niveau des hommes, c'est de 60 à 70 millilitres par kilogramme par minute. Puis pour les femmes, c'est de 55 à 65. Fait que c'est vraiment faites ce que vous en voulez de cette donnée. Puis, selon moi, le prochain point, c'est ce que de tout ce que je vais dire, je pense que c'est ça qu'il faudrait retenir le plus. Là. C'est un chapitre sur qu'est-ce qui limite vraiment la performance en ultra-endurance. Puis, il se base sur une étude, mais dans le fond, c'est carrément sur l'étude en 2011, Martin Hoffman et Kevin Fogard. Pour les gens qui veulent aller voir l'article, j'ai vraiment sorti le nom de l'article. C'est Factor Related to Successful Completion of a 161 km ultramarathon. Donc, c'est quoi cette étude? Cette étude, ils ont étudié les problèmes et caractéristiques de la performance des coureurs de la Western State et la Vermont 100 en 2009. Comment ils ont fait pour créer l'étude? C'est vraiment une étude avec un questionnaire pré- et post-course. Donc, c'est quoi les facteurs qui ont fait en sorte que les gens ont DNF?
Fait que c'est ça qu'on va comprendre selon la course. Fait que là, tu sais, c'est vraiment deux courses dans une année donnée. Fait que, il y a plein de variables qui peuvent changer, là, mais checkez bien ça. Fait que les raisons principales données par les athlètes qui ont DNF en pourcentage. Fait que sur toutes les gens qui ont abandonné, c'est quoi la répartition des causes principales qui ont échoué? Numéro 1, les nausées ou vomissements. 23% des gens ont abandonné à cause des nausées ou vomissements. Après ça, ils n'ont pas réussi à faire le cut-off. 18,7%. Autres pas catégorisés, 12,2%. Blessures déjà présentes avant la course, 7,9%. Blessures durant la course, 7,2%. Acclimatation à la chaleur inadéquate, 7,2%. Ampoule, des points chauds, vraiment des hotspots, 5,8%. Crampes musculaires, 5%. Douleur musculaire, 4,3%. Épuisement, donc fatigue totale, quelqu'un qui a vraiment explosé, 3,6%. Maladie avant la course, 2,9%. Problème de vision, 0,7%. Parti trop vite, 0,7%. Puis le dernier, c'est ça qui est spectaculaire, entraînement inadéquat, 0,7%. Fait que, tu sais, encore là, il peut y avoir plein de... On peut, modifier, pas modifier, là, mais tu sais, il y a un 12% qui est comme pas catégorisé ou whatever, là, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'entraînement purement physiologique, là, le fitness, je pense qu'il est overrated. Parce que oui, ça peut être une raison qui fait qu'on DNF une course, mais c'est pas la cause principale. Que tu fais ton 800 mètres plus rapide ou que tu fais ton 5 km plus rapide ou ton marathon, en ultra-trail, ça a peu d'importance. Puis, qu'est-ce qui est underrated? C'est ton entraînement d'ampoule, de nutrition, de blessure, d'acclimatation à la chaleur. Puis, c'est pour ça qu'il faut qu'on ait vraiment délibéré quand on s'entraîne, surtout pour un 100 miles et plus, ou est-ce qu'un problème au kilomètre 20, il va prendre beaucoup d'expansion. C'est un peu comme quand on dit, mettons, tu vises la Lune, ben si tu te trompes de 0,5 degrés, ben tu vas passer à côté de la Lune. Ben, c'est un peu le même principe. Tu sais, si ton ampoule commence au kilomètre 6, ben t'es fuck, là. Tu sais, fait qu'en entraînement, l'entraînement de ton estomac à encaisser de la bouffe, ton hydratation, l'acclimatation à la chaleur, ta gestion de ton équipement, c'est des variables tout aussi importantes, sinon plus, que l'entraînement même de ton cardio ou de tes muscles. Ça close un peu qu'est-ce qui limite vraiment la performance sur des longues durées. Là, on parle beaucoup de 100 miles. Là. Fait que ça, c'est ce qui conclut un peu la section sur la physiologie. Fait que vraiment, qu'est-ce qui se passe dans le corps. Maintenant, section 2. Comment on s'entraîne pour un 100 miles? Puis, moi, je vais toujours me rappeler, tu sais, venant d'un background de CrossFit, le pacing, c'est comme tout, là. Puis là, tu sais, tu me demandes à me pacer un 5 km, pas de problème. Là. Tu sais à peu près combien de temps ça va prendre. Puis tu prends, tu vas sur de la route, puis tu connais le terrain. Mais là, m'a toujours me rappeler la première fois que j'étais courir, puis je suis arrivé devant la côte, je me suis posé la question, je cours-tu la côte ou je la marche? Puis là, c'est un peu ça qu'on va parler, là. Vraiment comment s'entraîner. Puis lui, il dit, t'as 3 façons pour dans le fond, ton entraînement. 1, tu utilises le heart rate. Donc, tu utilises vraiment basé soit sur un pourcentage de heart rate maximal ou ton heart rate au lactate threshold, qui est le moment où est-ce que tu accumules plus de lactate que t'en consommes. Sauf qu'il y a des limites par rapport à juger ton pace par ton heart rate. J'ai beaucoup utilisé le heart rate pour mon entraînement.
Tu sais, encore aujourd'hui, je l'utilise principalement. C'est vraiment lui que j'utilise le plus, là. C'est vraiment comme un gauge. Donc, zone 2, là, tu sais, le classique zone 2 pour m'assurer que je ne vais pas trop en haute intensité pendant que je m'entraîne. Sauf qu'il dit que le heart rate est vraiment affecté par plein de facteurs. Fait que si tu utilises le heart rate, exemple, tu dis, moi, je cours jamais en haut de 145 BPM, ben, ça se peut que, à cause de ton statut d'hydratation, de ton sommeil, de ton stress, de la caféine ou de la drift cardiaque, ça se peut que ton heart rate est plus haut que ce qui devrait être. Puis la drift cardiaque, c'est quoi? C'est que au fur et à mesure que tu t'entraînes ou que tu fais un effort, fait que plus le temps de l'effort est long, ben, il va y avoir une diminution du plasma sanguin. Ça, on va en reparler plus tard, là, mais c'est que tu fais de la sueur, tu as moins d'eau, fait que là, ton sang, il vient comme, on va dire, plus épais, là, mais il y a une diminution du plasma sanguin. Ton cœur doit pomper plus vite pour amener la même quantité de sang à cause d'une histoire de statut d'hydratation, là. Fait que ça, c'est comme un peu les limites du heart rate. C'est qu'il y a des facteurs qui vont venir monter le heart rate. Le deuxième, c'est que tu peux utiliser, pour ta course, tu peux utiliser l'allure. Tu dis, moi, OK, moi, je vise 18 heures pour cette course-là. Je dois, je dois avoir, exemple, mon allure marathon pour tel entraînement. Sauf que les limites, ben, c'est comme classique, là, c'est le dénivelé. Là. Tu vas arriver, tu peux pas. Comment tu fais pour savoir que tu tiens 9 minutes du kilo sur 2 kilomètres quand tu as des sentiers qui montent puis qui descendent? C'est comme, par exemple, moi, je reste à Carleton. Pour ceux qui viennent à Carleton, ils savent que les sentiers, là, sont. Il n'y a pas de plat, là. Je veux dire, c'est comme parfait pour moi qui s'entraîne pour l'UTCC 170, mais je veux dire, c'est impossible que tu peux t'entraîner pour un pace, là dans nos sentiers. Là, tu sais, à chaque 10 mètres, soit tu montes, soit tu descends. Là. Il n'y a vraiment pas de plat. Il y a peut-être une section de 1 km, puis c'est tout. Là. Fait puis l'altitude va venir jouer sur ton pace. La, la, le terrain, si mettons le terrain est full technique comme l'UTCC, ça va jouer sur ton pace. Puis la fatigue cumulée. Fait que vraiment sur les plus longs efforts, c'est là que, tu sais, avec la fatigue, tu vas venir diminuer ton pace. Un peu comme qu'il parlait dans l'épisode de Pika, là, il parlait de ça, que même les élites, ils ont une diminution de l'allure au fil de la course, mais plus tu es pro, plus que l'allure diminue moins fortement. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Là. Puis la troisième façon de se pacer, soit en entraînement ou en course, ça serait le RPE. RPE, c'est quoi? C'est Rated of Perceived Exertion. En français, c'est quoi? Évaluation de l'effort perçu. À 0, tu es couché sur le divan. À 10, tu as un effort maximal. Puis selon lui, ça serait la meilleure façon de pacer tes entraînements et tes courses. Parce que le RPE est indépendant de tous les autres facteurs externes. Fait que tu sois en altitude, en chaleur, en dénivelé ou whatever, ton RPE va être juste. Puis ce qui est fucké avec ça, c'est que c'est fucking simple. Là. C'est genre, il n'y a pas de technologie, c'est vraiment toi, tu juges dans ta tête. OK, moi, en ce moment, je suis à 2 sur 10, 3 sur 10. Exemple. Puis, fait que selon lui, c'est la meilleure façon de pacer tes entraînements ou tes courses. Ce qui m'amène à vous parler des 5 zones d'entraînement. La zone numéro 1, c'est la recovery run, donc la course de récupération. Ça serait la zone 1, RPE 3, 4 ou 5 sur 10. Durée de l'effort, c'est généralement de 20 minutes à 90 minutes. Puis là, c'est juste un bémol, là, faut pas oublier, là, c'est selon le livre de Jason Koop, fait que c'est vraiment selon ses méthodes à lui. Fait que c'est pas... encore là, c'est pas universel. Là. Donc, vraiment, description, c'est quoi? C'est comme un easy jog, tu es capable de parler facilement. Puis, c'est quelque chose que tu serais capable de soutenir vraiment, tu sais, je vais dire à l'infini, là, mais tu serais vraiment capable de continuer sans jamais arrêter. Là. Ensuite de ça, tu as la zone numéro 2, qui est la course d'endurance. RPE 5 à 6. Les durées de ces entraînements-là, c'est de 30 minutes à 6 heures et plus.
Dans le fond, lui, il parle comme c'est un pace à l'infini, c'est que c'est modéré, puis ça peut varier avec le terrain. Ça serait la zone 2. Zone 3, ça serait le Steady State Run. Donc, RPE 7 à 8 sur 10. Durée des intervalles. Donc là, on passe plus dans les zones d'intervalles. Fait que les intervalles, c'est de 20 à 60 minutes. Puis le volume total de l'entraînement, ça serait de 30 minutes à 2 heures. Puis les récupérations de ces entraînements-là, entre chaque intervalle, ça serait d'environ de 4 minutes. Euh, Fait que la description de cette zone-là, c'est en fonction du RPE, c'est que c'est challengeant, puis tu es en dessous du threshold de lactate. Donc, tu es capable de consommer autant de lactate que ton produit. Ensuite de ça, la zone 4, ça serait le tempo run, zone 4. RPE, ça serait environ entre 8 et 9. Fait que c'est vraiment des durées qui sont comme all out. Fait que là, on est vraiment dans le gros effort, là, où est-ce que c'est soit, mettons, un 20 minutes all out 2 fois ou whatever. Puis la récupération, c'est toujours 2 pour 1. Fait que si, mettons, tu as 12 minutes d'intervalle, ben, tu as 6 minutes de récupération. Puis la dernière zone, ben là, c'est comme all out, là, c'est sprint, là, c'est pas... ça peut être, exemple, t'es vraiment là 9, 9.5, 10, puis ça peut être un sprint en côte. Ça peut être quelque chose comme ça, là. Ça peut être 1 minute au bout avec une pause. Fait que ça, c'est vraiment, selon lui, ces 5 zones d'entraînement. Puis en réalité, lui utilise ces 5 zones d'entraînement-là pour plus tard faire sa programmation annuelle. Bon, maintenant que tu as les 5 zones d'entraînement, comment tu fais pour calibrer ton entraînement? Principe fondamental, lui, il dit que le jour de ta course équivaut à une réflexion de ton entraînement. Ce qui veut dire par là, c'est que ce que tu fais en entraînement, c'est comme la même chose que tu vas transposer à ta course. Donc, un exemple, si en entraînement, tu as fait 4 fois 10 minutes en zone tempo en entraînement, ben, ta capacité durant ta course à aller dans une zone de tempo, c'est 40 minutes parce que tu l'as recréé en entraînement. Tu ne pourras pas faire, si tu as fait 4 fois 10, donc 40 minutes d'intensité dans ton entraînement, tu ne pourras pas aller à 2 heures en zone tempo. Puis ça, c'est la même chose pour chaque zone d'entraînement. Fait que de regarder de qu'est-ce que tu fais en entraînement, puis de t'assurer que tu recrées la même chose à ta course. Puis, faut pas oublier, selon lui, c'est vraiment le RPE. Fait que c'est pas des zones d'allure, c'est vraiment si tu es en course, puis tu as 10 minutes ou 20 minutes, mais c'est vraiment, OK, j'ai été 20 minutes, là, j'étais à 8 sur 10. Fait que là, tu es capable de calibrer ta course, ce que tu es capable d'accumuler. Puis, pour t'aider, dans le fond, à répliquer ce que tu fais en entraînement en course, il y a comme un processus de calibration en étapes. Là. Numéro 1, c'est qu'il faut que tu utilises le RPE à tous les jours. Ça veut dire qu'à chaque sortie, il faut que tu es capable de mettre un chiffre sur comment tu t'es senti. Même une easy run. Easy run, OK. Aujourd'hui, j'ai fait 10 km easy. Ben, ça filait comme 3 sur 10. Honnêtement, si tu es capable, à chaque sortie, mettons, de ta montre, il demande toujours comment tu t'es senti, ben, tu pourrais dire, OK, je me suis senti à 5 sur 10, puis de regarder c'était quoi les conditions de cet entraînement-là. Il faisait-tu chaud? C'est quoi le dénivelé que tu as fait? C'est quoi les sentiers que tu as fait? Tu sais, honnêtement, dans le livre, il va vraiment deep dive à ah non, ça, c'est Kylian Jornet qui fait ça, je pense. Ou peut-être que je mélange deux sources, là, mais si je ne me trompe pas, Kylian Jornet, il y a un système de gradation de technicité de sentier. Fait que lui, mettons, il dirait OK, cette course-là, la technicité de mes sentiers que j'ai faite, c'était un B, mettons A étant le plus technique. Ben, aujourd'hui, c'était un B, il faisait 30 degrés. Ma nutrition, c'était ça. Tu sais, tu pourrais aller vraiment là,
geeker out vraiment chaque zone d'entraînement. Là, c'est un couteau à deux tranchants, là, suroptimisé, là, mais tu peux quand même être délibéré sur le RPS, de savoir, OK, cet effort-là valait un temps sur 10. Il dit, faut que tu compares à travers tes courses, faut t'apprendre à comment savoir, comment ça file un 8 sur 10, comment ça file un 9 sur 10. Pas juste le heart rate, puis pas juste le pace, vraiment le RPE, comment ça file. Ensuite de ça, il dit, faut t'accumuler du volume à l'intensité. Fait que vraiment, tu sais, mais ça, c'est les classiques des intervalles, là, tu sais, de passer, exemple, de 20 minutes à tempo, puis à travers ta progression d'entraînement, de monter à 40, 50, 60. Puis de faire une progression, euh, tu sais, logique, là, de ça. Petite parenthèse au niveau des warm-up. Lui, il n'y a pas de philosophie de warm-up, cool-down. C'est comme, il va te donner un warm-up qui est flexible. Fait que si tu as 2 heures de course à faire avec des intervalles, lui, il va dire, OK, tu fais ton 2 heures, puis à cause que, tu sais, des fois, la côte, là, elle est pas à côté, elle est pas proche. Il dit, si tu as 3 fois 10 minutes d'intensité à faire dans ton 2 heures, tu le mets où tu veux. Tant que tu commences pas direct en partant avec tes intervalles. Fait que tu sais, c'est vraiment warm-up flexible, fait que 10 à 30 minutes de warm-up, puis un cool-down de 10 minutes à la fin. Puis, ce qui est vraiment important, puis surtout pour les débutants, puis mettons, moi, ça fait 2-3 ans que je cours, de s'adapter au terrain, de pas avoir peur de ralentir en montée. Le but, c'est de maintenir ton RPE. Fait que si tu veux un RPE de 7, ben, si tu descends à 5, cours dans la côte. Tu montes à 7. Si tu tombes à 8 parce que tu t'en comptes, ben marche. Fait que tu sais, de comprendre que c'est normal de marcher puis de vraiment ajuster selon ton RPE. Fait que le RPE vient vraiment être ton tranchant de quand savoir marcher, quand savoir courir. C'est vraiment simple comme idée, mais c'est peut-être un petit peu plus difficile à appliquer sur le terrain. Euh, dans le livre, il va même spécifier c'est quoi? Le coût énergétique, c'est quand il faut courir, quand il faut marcher en côte. Puis il donne vraiment un pace, encore là, c'est selon une étude, il dit vraiment le pace. OK, à tel pace, tu devrais marcher parce que tu vas dépenser moins d'énergie que si tu cours. En tout cas, c'est vraiment dans le livre, ils ont vraiment geeké, là. Fait que ça conclurait vraiment la section de l'entraînement. Fait que considère ça comme les pièces du puzzle pour faire ta programmation annuelle, qui est la section 3. Fait que c'est quoi une programmation annuelle? C'est vraiment c'est un plan à long terme de l'entraînement. Un peu comme qu'on a fait, moi puis Marc-Olivier, sur l'épisode de préparation aux 100 miles. On a comme un niveau de détail en semaine jusqu'à l'événement, pas en jour. Puis on a une bonne idée de les phases d'entraînement, le volume, le dénivelé, puis tout ça. Fait que c'est vraiment un plan à long terme qui est pas de jour par jour. C'est vraiment une vision qui est stratégique. Puis lui, ce qu'il recommande, c'est de toujours commencer par la fin. Puis après ça, travaille. Comment que Nick Bear dit ça? Il dit, je me rappelle plus. C'est pas grave. Mais il faut toujours commencer par la fin. C'est quoi ta course? C'est quoi les spécificités de ta course? C'est quoi la durée de temps? Après ça, tu pars de la dernière phase, excuse, la plus spécifique à la course. Quatrième étape, fait que 1, c'est tu identifies ta course. 2, c'est quoi le time frame juste à ta course. 3, tu commences avec ta phase la plus spécifique. Puis 1, après ça, un coup, tu as déterminé ta dernière phase. Quatrième étape, ta première phase, la moins spécifique. Puis lui, il suggère de travailler tes faiblesses à la première phase, le plus loin de ta course possible. Fait que si toi, ta faiblesse, c'est la descente, il dit de travailler tes descentes à la première phase ou peu importe c'est quoi. Puis, dernière étape, c'est le milieu, c'est la phase de transition. Puis, c'est là que il y a beaucoup de flexibilité par rapport à ça va dépendre de la réponse de l'individu. Puis, là, chaque coach va savoir que chaque athlète répond différemment à un stress là, d'entraînement. Fait que, c'est vraiment individualisé
individualisé selon la personne. Ça se dit-tu, ça? Je sais pas. Fait que qu'est-ce que le plan à long terme contrôle? C'est vraiment le volume pic, quand et combien, l'intensité, quand, puis quel genre d'intensité, les récupérations, tout ça. Euh, L'adaptation aussi, tu vas inclure, vers la fin, tu vas inclure aussi comme vraiment les spécificités, là. Fait que si, mettons, tu dois t'acclimater à l'altitude ou à la chaleur, tu sais, c'est là que tu vas l'inclure dans ton, tu sais, c'est où tu vas l'inclure dans ton plan. Puis les phases où est-ce que tu vas vraiment entraîner ta nutrition. Puis là, il faut comprendre que c'est pas, si tu vas chercher un plan sur Internet, c'est pas individualisé. Puis personnellement, là, ça c'est une opinion personnelle. Moi, je vais toujours chercher un coach, pas pour le plan, pour les ajustements. Parce que tu sais, c'est sûr qu'il va y avoir des péripéties puis des blessures. Fait que d'avoir un coach, moi, ça me sécurise en me disant, ah, s'il m'arrive quelque chose, je sais comment il va pouvoir ajuster mon plan pour avoir vraiment un regard, tu sais, en troisième personne. Parce que moi, je prends pas je prendrais pas des bonnes décisions parce que j'ai mon insécurité de toujours en vouloir plus, toujours en vouloir en faire plus. Fait que c'est pour ça que moi, personnellement, je prends un coach. Fait que là, l'étape 1, tu as fait ton plan à long terme. Après ça, l'idée de travailler les spécificités de ton événement le plus proche de l'événement possible, puis les moins spécifiques le plus loin de l'événement possible. Fait que c'est très simple. Puis pourquoi? C'est que chaque événement va avoir une préparation spéciale. Tu sais, on va l'expliquer plus tard, là. C'est que se préparer, mettons, pour le 100 miles, le 160 à Bromo, c'est, ou l'UTHC 125, c'est pas la même préparation que l'UTCC 170. Fait qu'il dit numéro 1, pour vraiment avoir la spécificité de l'événement. Numéro 1, c'est le dénivelé. Fait que là, il y a un calcul bien simple, c'est que tu prends ton total de D+, tu ajoutes ton total de D-, puis tu divises ça par ton total de kilomètres. Ce que ça va donner, ta variation de dénivelé par kilomètre. Fait qu'on va prendre l'exemple du TCC. Là. J'ai pas sorti, il n'y avait pas le D-, là. Fait que j'ai vraiment comme juste copié-collé le D+. Fait que si on prend l'UTCC, 9500 mètres de D+, plus 9500 mètres de D-, divisé par 170, ça donne une variation de 111,76 mètres par kilomètre. Puis là, il ne faut pas oublier, là, c'est D+ et D-. Fait que quand je vais m'entraîner pour l'UTCC, ben, faut pas que j'oublie que faut qu'il y ait des entraînements, faut que mes entraînements imitent ce ratio-là. Fait que quand je vais sortir, ben, si je vais faire une course de 10 km, ben là, je fais 10 km fois la variation. Puis là, ça va me donner, OK, il faut que faut que mon D+, puis mon D- équivaut à cette sommation-là de D+ et de D-. Puis même, lui, il va même jusqu'à recréer ce ratio dans la semaine d'entraînement. Fait que si c'est 111 mètres de D+ et D- par kilomètre, ben, il faudrait que dans ma semaine, ça soit ça. Ensuite de ça, numéro 2, la surface du terrain. Ben, le terrain puis la surface. Le meilleur, ça serait de s'entraîner dans la même surface, ben, dans la course en réalité. Vraiment dans la course qui est vraiment le plus spécifique. Puis si ça c'est possible, si ça c'est pas possible, d'essayer de trouver des sentiers qui ressemblent le plus à ta course visée. Puis si, mettons, on prend l'autre spectre, ben c'est ça, j'ai pas besoin de m'entraîner sur les sentiers de l'UTCC au mois de février, là, parce que je suis pas dans ma phase qui est spécifique. Mais plus que tu arrives proche de ton entraînement, plus que c'est important de vraiment copier le plus possible ce que tu vas faire comme course, là. Numéro 3, les intensités. Fait que là, tu sais, lui, ce qu'il dit, c'est que les intensités,
un 100 miles, généralement, tu n'es pas en zone tempo, intensité élevée. Fait que lui, il suggère que tes intervalles, puis de développer ton VO2 max, ce soit le plus tôt possible dans la saison. Puis plus que ta saison progresse vers ton objectif A, ben c'est là ce que tu vas plus être dans les zones que tu vas être dans ta course, là. Donc, zone 2, zone 1, qui va être le plus spécifique. Des simulations de race pace. Le vertical va être vraiment comme à ta course. Puis, tu sais, là aussi, il faut comprendre, ça va changer selon l'événement. Si tu t'entraînes pour une course qui est roulante, si on prend Black Canyon 100K, le monde vont, ou même Western State, les gens, ils vont vite, là. Fait que, tu sais, ta préparation d'intensité ne sera pas la même que UTMB. UTMB qui est très dénivelé, plus que la Western State. Fait que, exemple, les intensités pour un 100 miles. Tôt dans la saison, donc le plus loin de ta course, ce qui est le plus loin de ta course, ça va être vraiment VO2 max, haute intensité, dans le haut, là, qui est le moins spécifique, mais qui est vraiment utile dans ta préparation. Vers la mid-season, avec la moitié de ta saison, là, tu vas descendre dans les tempo runs, dans le lactate threshold développement, dans le développement de lactate threshold, vraiment dans ton seuil de lactate, peut-être même un petit peu au-dessus. Puis, tard dans la saison, qui est le plus proche de ta course, c'est là que tu vas rester dans les zones 2, les zones d'endurance, où est-ce qui est le plus spécifique à ta course. Puis que le vertical va être vraiment comme à ta course. Puis des petites notes importantes pour finir cette section-là. Là. Il dit de séquencer le parcours en identifiant les ascensions et descentes majeures, calculer l'inclinaison moyenne de ces segments, des différents... mon Dieu, vas-tu le dire? Des segments que tu viens de faire, de calculer l'inclinaison moyenne, donc vraiment le degré d'inclinaison, là, pas le D+. Puis, si possible, d'identifier des sentiers locaux analogues, fait que vraiment qui ont des terrains puis des profils similaires. Typer le ratio, fait qu'estimer le pourcentage de marche active, power hike versus la course, puis d'intégrer, dans le fond, ces ratios-là dans tes blocs d'entraînement. Puis tu sais, tu peux vraiment pousser la spécificité à l'extrême si tu as le temps puis le terrain nécessaire. Puis tu sais, le meilleur exemple pour ça, c'est que dans ma préparation à l'UTCC, pour me préparer le plus possible, je vais aller faire une reconnaissance de la première moitié. Je ne ferai pas tout le parcours, mais je vais faire la première moitié pour vraiment imiter en entraînement l'inclinaison, les sentiers, toute spécificité au max. Ça ne sera pas en mode entraînement, ça va être vraiment en mode reconnaissance. Fait qu'on va faire le premier 80 km en fast pack, fait que tu sais, sur 2 jours. Fait qu'au lieu d'être dans la même journée un 80 km, ça va être vraiment sur 2 jours pour imiter le plus possible qu'est-ce que je vais vivre à la course. Fait que ça finit la section spécificité. Puis, dernière chose, c'est que lui, il suggère les phases d'entraînement. Il dit de travailler tes forces près de la course puis tes faiblesses loin de la course. C'était le début de la saison, c'est fait pour apprendre, échouer, puis comme avoir des acquis, là, apprendre des choses. Tandis que vers la fin de la saison, c'est là que tu veux comme consolider ce que tu as fait comme entraînement puis exploiter ce que tu as acquis. Puis même au niveau de la confiance, je pense que c'est bon, là, tu sais. Si tu fais juste travailler tes faiblesses proches de la course, là, tu vas te dire, je suis pas bon. Fait que, tu sais, au niveau de ta confiance, c'est pas bon. C'est bien mieux de travailler tes forces proches de la course puis de dire, tu te sens vraiment comme en forme, top shape. Fait que tu vas arriver comme dans un meilleur état mental que si tu fais juste comme travailler tes faiblesses parce que dans ta tête, tu te dis, si je travaille mes faiblesses, je vais devenir meilleur. Tu sais, il y a aussi un aspect, je pense, de confiance puis de préparation mentale qui est bon, là. Fait que si on récapitule tout ce qu'on a parlé, fait que la structure globale, on travaille toujours à rebours, donc par en arrière. La dernière phrase, c'est l'intensité qui est spécifique à la course. Puis tu travailles tes forces. Lui, il donne une durée d'environ 8 semaines, là, fait que c'est vraiment
Ça peut être variable selon le coach ou l'athlète. La première phase qui est le plus loin de la course, c'est l'intensité. On va travailler les intensités qui sont le moins spécifiques, puis on travaille aussi les faiblesses. Puis là, ensuite de ça, tu remplis le milieu, l'intensité qui reste. Souvent, c'est le tempo run. Puis en dernier lieu, quand tu fais ta programmation, c'est que tu ajoutes les nuances après d'avoir fait tes trois phases. Fait que tout ce qui est nutrition, acclimatation, les sections, là, tout ce que j'ai marqué, ce qu'on a dit dans les spécificités, tu l'ajoutes à la fin. Puis, lui, une affaire qui parle aussi, c'est de focus toujours à aller chercher le 20% de gain sur les choses fondamentales avant d'aller chercher le dernier 1 ou 2%, qui est comme le 1 2%, ça serait, je sais pas, au moins tout ce qui est suppléments, c'est niaiseux, là, parce que je vends des suppléments, là, mais c'est ça pareil. T'es bien mieux d'aller accumuler du volume d'entraînement, euh, ta base aérobique, tes zones 2. À quoi bon prendre des suppléments si euh, ton efficacité aérobique est pas bonne, là? Si t'es mieux d'aller chercher vraiment la base avant d'aller chercher les techniques, mettons, sophistiquées ou le dernier 1 à 2%. Il donne la hiérarchie de Seiler, là, je me rappelle plus trop, là, mais accumule du temps d'entraînement, avec le volume. Après ça, c'est du temps en dessous ou au niveau du lactate threshold. Puis après ça, tu ajoutes les techniques spécialisées, exemple altitude, acclimatation à la chaleur. Il n'ajoute pas de l'entraînement à l'altitude tant que ta machine aérobique n'est pas bâtie en premier. Avant de passer à la section 4, qui est la récupération, puis dans le deuxième épisode que je vais faire dans ce style-là, à la base, ce qui va t'aider à combattre l'altitude ou l'acclimatation à la chaleur, il dit à la base, ton fitness est ton meilleur outil. C'est un peu contradictoire ce que j'ai dit au début, là. Mais ton fitness, c'est comme ton meilleur outil pour contrer les effets nuisibles, mettons, de l'acclimatation à la chaleur, l'altitude, puis des affaires de même. Fait que, tu sais, de pas négliger ça, tu sais, d'avoir un meilleur fitness va t'aider à avoir une meilleure acclimatation à la chaleur. Fait que c'est ça, tu sais, à la base, t'es mieux de bâtir un bon engine aérobique, puis ça va t'aider à combattre les effets nuisibles de tout ce qui est chaleur, acclimatation à l'altitude, puis la nutrition. Ben là, tu sais, il y a aussi l'aspect de pacing. Là. Si tu pars trop vite, même si tu as le meilleur engine du monde, ça se peut que la chaleur va te fesser là, parce que tu as mal pacé ton entraînement. Il y a ça aussi. Là. Fait que c'est pas mal ça qui conclut la section numéro 3. Section numéro 4, la récupération. Je pense que ça, c'est underrated. Là, surtout pour des entraînements d'ultra trail, ultra endurance. Tu sais, quand tu fais des grosses sorties la fin de semaine, là, ça fesse dans le dash. Là. Quand tu viens de sortir 3 heures au chaud, là, quand tu viens de sortir 3 heures à 30 degrés, là, tu sais, ça te claque un système. Là. Numéro 1, le sommeil, c'est la source principale de récupération. Si tu cherches une astuce pour récupérer, mais que tu dors 7 heures, tu perds ton temps. Fait que là encore, là, c'est la même affaire. Là. Les suppléments, les gadgets high-tech, ta montre d'entraînement. Si tu dors pas 8 à 9 heures par nuit de sommeil, ça sert absolument à fuck all. Fait que numéro 1, c'est de dormir 8 heures par nuit. Puis, il donne un exemple, là, encore là, si vous voulez aller voir l'étude, c'est dans le livre, les références sont là. Dormir plus de 8 heures par nuit réduirait le risque de blessure de 61% chez les athlètes élites. C'est aussi efficace, voire plus que la musculation pour la prévention de blessures. Lui, il donne un concept de sleep banking, qui est comme banquer du sommeil. On peut pas entraîner le manque de sommeil, mais on peut faire des réserves.
Fait que ce qu'il veut dire par là, on ne peut pas entraîner le manque de sommeil. Là. Fait que si, tu sais, les gens qui font comme des courses de 2 jours, que si tu t'entraînes à courir après avoir passé une nuit blanche, ça sert à rien, en réalité. Il n'y a aucun bénéfice à travailler le courir avec un manque de sommeil. T'es mieux d'apprendre à faire des réserves. Fait que lui, il y a comme un protocole il dit, tu dois viser 10 heures par nuit ou 1 heure de plus que la normale pendant 1 à 2 semaines avant une course. Puis ça serait comme une protection parce que souvent, il y a des gens qui, la veille de la course, ils n'arrivent pas à dormir, soit par l'excitation ou la nervosité ou le stress. Puis c'est comme normal. Fait que lui, dans le fond, pour contrer un peu ça, tu peux comme emmagasiner du sommeil, fait que de viser 1 heure de plus que la normale pendant 1 à 2 semaines avant ta course. Puis là, j'apporterai un petit astérix au niveau du jet lag. Là. Fait que tu sais, les gens qui ont une course qui est vraiment dans un autre fuseau horaire. Ça, j'avais appris ça dans un autre livre qui est de Peak Performance de Dr. Mark Bob. C'est si la différence de fuseau horaire, c'est 6 heures, lui, il recommande d'arriver 6 jours avant l'événement. Fait que c'est 1 jour d'acclimatation par heure de fuseau horaire de changement. Fait que ça, c'est une petite parenthèse. Fait que c'est ça, sleep banking. Puis après le sommeil, ce qui vient après, c'est la balance énergétique. Est-ce que tu manges assez pour alimenter tes performances? Puis là, encore là, c'est même pas une question de glucides, protéines ou gras. C'est est-ce que tu manges assez pour soutenir ta dépense énergétique? Fait que là, il dit de faire attention au RED, qui est les déficits énergétiques. Si tu manges pas assez, puis tu te surentraînes, c'est un gros danger. Puis là, le piège du supplément, c'est que si prendre un supplément te fait négliger le sommeil ou la qualité de la nourriture, l'effet net est négatif. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est les greens. Si tu prends des greens pour ne pas prendre de légumes, c'est pas bon. Parce que dans les légumes, tu as un effet de satiété, tu as des vitamines, des minéraux. Pour finir, le piège du supplément, si prendre un supplément te fait négliger ton sommeil ou la qualité de la nourriture, l'effet net est négatif. Fait que faut que tu t'assures que ce que tu manges alimente ta performance. Protéines, glucides, gras, no matter what. Si tu dépenses 5000 calories, puis là, c'est un gros... C'est touché parce que c'est... Tu sais, oui, il y a... Puis tu sais, je vais enregistrer un podcast avec Ben, on va tout parler de ça pour alimenter sa saison de course à pied en ultra-trail. Tu sais, c'est vraiment, c'est plus compliqué que ça, là, de manger assez. Pour certains, c'est quand même touché au niveau psychologique. Là. Mais en tout cas, ça sera à voir. Là. Tu sais, je suis pas nutritionniste, là, mais s'assurer, premièrement, la base, tu manges-tu assez dans ta journée? Parce que si tu as faim tout le temps, puis tu t'entraînes, c'est pas bon. D'alimenter aussi tes entraînements, ça serait comme aussi là, un must. Là. Fait que, tu manges des repas qui soutiennent avant tes entraînements? Est-ce que tu soutiens tes entraînements quand tes entraînements sont de 2 heures? Est-ce que tu t'alimentes tes performances? En tout cas, à voir avec Ben sur la nutrition. Fait que, priorité numéro 1, le sommeil. Priorité numéro 2, la balance énergétique. Après ça, c'est le reste. Tout ce qui est fancy. Ensuite de ça, les signaux de surentraînement. Puis il y a comme un paradoxe avec ça parce que l'entraînement doit fatiguer. Tu dois avoir comme un stress de ton entraînement pour progresser. Puis la performance doit baisser à court terme avant de remonter. Puis il faut pas paniquer. Puis il faut pas paniquer aussitôt que tu as un petit peu de fatigue. Fait que tu sais, je sais pas si vous avez déjà vu ça, là, mais c'est le principe de l'overload progressif. C'est que tu fais un stress à ton corps, il diminue. L'étape importante, c'est que tu récupères de ton entraînement, puis tu reviens plus fort. Puis là, lui, dans le fond, ce qu'il donne, c'est vraiment des tips and tricks pour reconnaître un peu des signaux de surentraînement. Lui, il dit la règle des 3 jours.
Si tu te sens mal pendant ta course, pendant 3 jours consécutifs, tu dois considérer une phase de repos. Tu sais, soit un genre de deload ou quoi que ce soit. Puis, la règle du 3 à 8%. Donc, tu regardes tes chiffres. Fait que tu regardes ton allure ajustée à la pente ou à la puissance. Puis si tes performances baissent de 3 à 8% sur 2 des 3 derniers entraînements clés, tu dois récupérer. Fait que si, mettons, tu as des entraînements clés qui est des intervalles, on peut dire aussi des séances de qualité, là, tu dois penser à récupérer si tes allures diminuent de 3 à 8%. Oh, c'est vrai, tu peux pas faire un PR à chaque semaine. Puis si ça arrive, c'est que ton entraînement est trop facile. Fait que tu sais, il y a comme le surentraînement, mais il y a le sous-entraînement aussi, là. Fait que c'est comme de jongler entre les deux, là. Après ça, il donne une architecture d'un recovery week. Il dit de pas surcompliquer la phase de récupération, là. C'est de 4 à 6 jours. Ça contient des recovery runs, des easy jogs, 45 à 60 minutes max. Tu réduis le volume de l'intensité. Au lieu de faire 45 minutes tempo, t'en fais 30. Lui, il suggère de garder un peu d'intensité pour ne pas devenir mou, là, de perdre tes sensations. Puis, tu peux même ajouter un jour de repos complet un jour de repos complet supplémentaire si c'est nécessaire. Puis là, un peu comme je disais tantôt, là, faire attention à la surrécupération. De ne pas dépasser 7 jours de récupération facile. Au-delà de 7 jours, la perte de fitness commence à l'emporter sur les bénéfices de repos. Encore là, ça dépend. Là, tu sais, il y a aussi l'aspect psychologique. Là, si à un moment donné, même si tu as fait sur papier 7 jours de récupération, si mentalement t'es pas prêt, là. T'es mieux de récupérer mentalement que de t'en aller vers un burn-out, là. Puis quand tu es en phase de récupération, de pas changer drastiquement le nombre de fois où tu cours, change plutôt la durée et l'intensité. C'est pas mal ça qui conclurait l'épisode d'aujourd'hui. Le prochain épisode, on va parler beaucoup d'exécution en course. Nutrition, hydratation, stratégie de pacing, tout ce qui est préparation mentale, puis des trucs sur acclimatation à la chaleur. Il donne vraiment un protocole d'acclimatation à la chaleur que je vais le donner au prochain épisode. Prévention d'ampoule, crew, pacer. Fait que vraiment pour le journée de la course, comment agir. Ça va être au prochain épisode. Puis honnêtement, si vous avez aimé ça, faites-moi signe, dites-moi, partagez-le. Ça va m'aider à savoir si ce genre de contenu-là vous aimez. Honnêtement, c'est une première pour moi là, de faire un épisode solo, là. Parler à une caméra pendant 1 heure et quart, c'est la première fois que je fais ça de ma vie. Puis, prochain épisode, là, je l'ai skippé, là, mais prochain épisode, je vais faire aussi une section sur euh, la différence entre les hommes et les femmes, parce qu'il y a une section dans le livre qui parle de ça. Au prochain épisode, je vais l'inclure aussi. Fait que si t'as aimé ça, écoute, prochain épisode, ça va être dans le même genre, vraiment avec des tips and tricks. Moi, c'est le genre de choses que j'adore, là, tu sais, d'apprendre comment s'améliorer. Fait qu'on se voit la semaine prochaine. Merci.